Bonjour, bienvenue pour cette balade contée le chant des herbes sauvages dans ce magnifique jardin. Allez, suivez-moi. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage à travers le temps, un voyage à travers l'histoire, à la découverte ou à la redécouverte des plantes sauvages. On y va. Il était une fois une tribu d'hommes préhistoriques. À leur tête, il y avait Jalfdar. C'était le plus grand, c'était le plus beau, c'était surtout le meilleur chasseur. Et c'est pour ça qu'il avait été choisi comme chef de la tribu. À ses côtés, il y avait Holda. Holda, c'était la plus belle, c'était la plus sage, c'était surtout celle qui savait soigner. Alors, elle aussi, Holda, avait été choisie comme chef de la tribu. Et la tribu de Jalfdar et d'Holda avait posé son campement fait de huttes de branchages dans une belle vallée. Une vallée entourée de hautes montagnes. On avait construit les huttes, au centre du campement installé le grand feu, et un matin, Jalfdar est parti chasser. Il a pris avec lui sa grande lance, il est sorti du campement et il a suivi une trace, une piste de bêtes sauvages qui serpentait dans la vallée. Toute la journée, le grand chasseur est resté concentré sur la piste. Quelle bête sauvage? Peut-être un petit lapin? Peut-être un sanglier? Un chevreuil? Un cerf? Un ours? Le grand Jalfdar ne le savait pas. Il était tellement concentré sur sa piste de bêtes sauvages, qu'il n'a pas vu que le soleil était descendu derrière les hautes montagnes et que la nuit commençait à tomber. Il était temps pour lui de rentrer au campement, mais il avait oublié de prendre avec lui un peu de feu pour s'éclairer. Alors, il lui fallait trouver un endroit où passer la nuit. Et ça tombe bien. À l'endroit où il s'est arrêté, à l'entrée d'une petite forêt, il y a une longue pierre plate. L'endroit idéal pour passer la nuit. Jalfdar a posé sa lance, il s'est allongé de tout son long et il s'est endormi. Au petit matin, il est réveillé par quelque chose, là, qui bouge dans les fourrés. Jalfdar reprend sa lance, prêt à sauter sur la bête sauvage qui va sortir du fourré. Et là, il voit sortir du fourré une petite belette qui court et qui vient se réfugier dans son terrier, juste sous la pierre où Jalfdar a dormi. Mais derrière la belette surgit d'un petit buisson un serpent, un gros serpent qui file et qui vient se réfugier lui aussi dans le terrier de la belette. Et là, dans le terrier de la belette, la bataille commence. La pierre vibre. Mais qui du serpent ou de la belette va gagner?
puis plus rien. Jalvdar se tient prêt avec sa lance à sauter sur le serpent si c'est lui qui sort le premier. Et il voit sortir du terrier la petite belette, le pelage couvert de sang. Mais que fait la belette? Elle retourne dans son terrier et elle sort du terrier par la queue, le serpent mort. Mais le serpent est étrange, son ventre est tout gonflé. La belette s'approche du ventre du serpent et d'un petit coup de griffe, elle lui ouvre le ventre en deux. Et à l'intérieur du ventre du serpent, Jalvdar voit 3 bébés belettes qui ne bougent plus. Mais que fait la belette? Elle attrape ces petits bébés un par un, elle les amène un peu plus loin près d'une touffe d'herbe, et dans la touffe d'herbe, elle frotte, elle frotte, elle frotte ces petits tant et si bien qu'au bout d'un moment, les petits bébés belettes bougent, ils ouvrent les yeux, ils sont sauvés, hurrah! Et la maman belette, suivie de ses 3 petits, retourne tranquillement dans le terrier. Le jour est maintenant bien haut dans le ciel. Il est temps pour Jalvdar de rentrer au campement. Mais avant de partir, il récupère sa lance et il va récolter quelques-unes des herbes que la belette a utilisées. On ne sait jamais. Et voilà le grand chasseur qui reprend le chemin du campement. Lorsqu'il arrive en vue du campement, il sent que quelque chose ne va pas. Écoutez, on n'entend pas un bruit, pas une voix humaine. Pourtant il est le chef, ça fait 2 jours qu'il est parti. Toute la tribu devrait être là, à l'acclamer, heureuse de le revoir, mais non, personne. Sur ses gardes, Jalvdar pénètre dans le campement. Il va de hutte en hutte. Vides. Elles sont toutes vides. Jalvdar se dirige vers le centre du campement, là où il y a le grand feu. Et autour du feu, le grand chasseur voit toute la tribu réunie auprès d'Holda. Et Holda est agenouillée près d'un jeune homme qui ne bouge plus. Holda se tourne vers Jalvdar. Jalvdar, ce jeune garçon est arrivé hier, les jambes couvertes de sang. Je crois qu'il a été mordu par une bête sauvage. Toute la journée, toute la nuit, j'ai essayé de le soigner, mais rien à faire. Je crois bien qu'il va mourir. Le grand chasseur est bien embêté qu'un jeune garçon meure dans sa tribu. Mais il a une idée. Il tend à Holda les herbes de la belette. Tiens Holda, essaye ça. Holda attrape les herbes et elle commence à frotter les blessures du jeune homme. Elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle frotte tant et si bien qu'au bout d'un moment, le jeune homme ouvre les yeux, il bouge, il se relève, hurrah! Il est guéri. Il remercie grandement Holda et Jalvdar de l'avoir soigné. Ne nous remercie pas. Remercie plutôt la petite belette qui m'a montré les herbes qui t'ont servi à te soigner. Et depuis ce jour-là, la tribu de Jalvdar et d'Holda a pu continuer sa vie sans avoir peur des morsures des bêtes sauvages. Et
C'est depuis ce jour qu'on appelle cette petite plante, aux longues feuilles en forme de lance, l'herbe à la belette, en souvenir d'une petite belette qui avait montré aux humains comment l'utiliser. Avez-vous une petite idée de ce qu'est l'herbe à la belette? Non? Allez, suivez-moi. Voici l'herbe à la belette. Une longue feuille en forme de lance, avec 5 nervures parallèles, des feuilles disposées en rosette. C'est le plantain. Le plantain, bien connu pour soulager les piqûres d'ortie, connu aussi pour ses vertus anti-allergiques. Et très récemment, la recherche a découvert dans ces feuilles des propriétés antivenimeuses. Peut-être les hommes préhistoriques avaient raison en utilisant cette plante contre les morsures de vipères. Et juste à côté, l'ortie. L'ortie dont le plantain soulage les piqûres. Je vous propose maintenant de continuer notre petit voyage à la redécouverte des plantes sauvages par une petite histoire qui se déroule au tout début du XXe siècle, non loin de la forêt d'Ardenne. Et je vais vous raconter l'histoire de Martin. Martin, c'est le jeune pâtre du village, le berger, le herdier, comme on dit dans les Ardennes. Martin est chargé par les habitants du village d'emmener paître toutes les bêtes dans la forêt. Martin fait ce travail du début du printemps jusqu'à la veille de la Toussaint. Et pour Martin, chaque matin, c'est le même manège. Tous les matins, Martin sort de chez lui. Il attrape sa besace, prend son bâton de berger, saisit sa corne, et au son de la corne, toutes les portes des étables du village s'ouvrent. Martin remonte le chemin qui serpente entre les maisons du village, et à mesure qu'il avance, toutes les bêtes sortent de leurs étables respectives. Les cochons, les moutons, les chèvres, les vaches. À la sortie du village, Martin s'arrête. Il vérifie que tout son troupeau est bien autour de lui. Il reprend sa corne. Et au son de la corne, Martin et son troupeau prennent la direction de la forêt. Et dans la forêt, toute la journée, Martin laisse ses bêtes farfouiller, gratouiller, manger. À la fin de la journée, Martin reprend sa corne, il souffle et au son de la corne, toutes les bêtes se rassemblent près de lui. Et Martin et son troupeau retournent au village. À l'entrée du village, Martin s'arrête, il souffle une dernière fois dans la corne, et au son de la corne, chaque bête rentre dans son étable respective. Et comme je vous le disais, Martin fait ce travail du début du printemps jusqu'à la veille de la Toussaint. Et un soir, justement, nous étions la veille de la Toussaint. C'était le dernier jour de travail de l'année pour Martin. Alors vous pensez, dans la forêt, il avait pris son temps. Il avait flâné, fait une petite sieste, cueilli quelques feuilles,
quelques herbes pour se nourrir, ramasser des noisettes, des châtaignes, si bien qu'au moment de rentrer au village, la nuit était déjà tombée. Alors vite, vite, Martin a rassemblé son troupeau et vite, vite, il a pris le chemin du village. Et à l'entrée du village, Martin attendait que chaque bête rentre dans son étable quand soudain, sur le chemin qui serpente entre les maisons du village, une silhouette noire, encapuchonnée. Martin est seul, le village est endormi, il n'est pas très rassuré. Et il voit cette silhouette noire qui se rapproche de lui. Mais je la reconnais, cette silhouette. C'est le vieux. Qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci? Le vieux, il habite dans une vieille cabane à l'écart du village. Dans le village, on ne l'aime guère, le vieux. Il fait peur à tout le monde. Mais le vieux, on va le voir quand même, car lui, il s'est soigné. Martin a une peur bleue du vieil homme. Et là, il le voit encapuchonné de noir, qui se rapproche de lui, une bouteille de vin dans la main. Oh, le vieux soulard! Il va se pochetronner tout seul dans la forêt, dans la nuit. Oh, je n'aime pas ça du tout. Le vieil homme s'arrête à quelques pas de Martin. Il lui fixe son regard noir droit dans le sien, puis lui fait un petit clin d'œil et continue son chemin. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le vieux? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'était quoi ce signe? Martin prend son courage à deux mains. Il se retourne. Il a juste le temps de voir le vieil homme pénétrer dans la forêt. Martin décide de le suivre, mais attention, à bonne distance et surtout sans se faire voir. Et dans la grande forêt d'Ardennes, le vieil homme s'enfonce toujours plus profondément. Martin a ses talons, mais attention, toujours à bonne distance et sans se faire voir. Et au cœur de la forêt d'Ardennes, le vieil homme s'arrête bientôt à l'orée d'une belle clairière, baignée par la lueur de la lune. Dans cette clairière poussent plein de hautes herbes. Le vieil homme s'y engage. Martin hésite un peu, mais il le suit quand même, toujours à bonne distance et en essayant de ne pas se faire voir. Et au cœur de la clairière, le vieil homme bientôt s'arrête près d'une touffe d'herbe. Une touffe d'herbe d'une plante aux longues feuilles crépues en forme de lance. Oh, mais je la connais, cette plante! C'est de la langue de vache. Maman en fait des super beignets, mais qu'est-ce qu'il fait, le vieux? Le vieil homme s'est agenouillé près de la plante. Il a sorti un couteau. Et avec le couteau, il a coupé toutes les feuilles. Il les a mis de côté. Puis, il a déterré la racine. Il l'a nettoyée et a glissé la racine dans une petite besace qu'il portait à son côté. Et de la besace, le vieil homme a sorti un petit gobelet en bois qu'il a rempli de vin. Il a porté le gobelet au-dessus de sa tête et l'a posé juste à l'endroit de la racine. Et le vieil homme s'est reculé. Merci. Merci, petits êtres de la terre, de m'avoir permis de récolter cette plante entière. Et le vieil homme a poursuivi son chemin dans la clairière. Martin a tout vu, tout entendu.
Il s'approche du petit gobelet en bois. Vide. Le gobelet est complètement vide. Martin ne comprend pas. Alors, il décide de se rapprocher un peu plus du vieil homme. Et le vieil homme, justement, s'est arrêté près de la même plante, aux longues feuilles crépues en forme de lance. Mais là, il ne bouge plus. Martin, intrigué, se rapproche tout doucement. C'est ton tour, Martin. Moi? Tout tremblant, Martin s'approche du vieil homme et de la touffe d'herbe. Il saisit le couteau que lui tend le vieil homme et avec, il découpe toutes les feuilles. Et tout comme le vieil homme, il déterre la petite racine, la nettoie, puis la glisse dans la besace que le vieil homme porte à son côté. Et là, dans la besace du vieil homme, Martin sent des dizaines, des centaines de petits gobelets en bois. Il en attrape un, il le remplit du vin que lui tend le vieil homme, le porte au-dessus de sa tête et timidement le pose à l'endroit de la racine. Eh bien, merci. Et là, Martin voit sortir du trou de la racine d'abord une petite tête, puis deux petits bras, un petit corps, deux petites jambes, et le petit lutin qui sort du trou de la racine s'approche du petit gobelet de vin. Il le boit et hop, il disparaît. Martin n'en croit pas ses yeux. Il n'a pas le temps de réaliser que le vieil homme lui attrape le bras. Allez, Martin, on continue. Et toute la nuit dans la clairière, Martin et le vieil homme vont récolter les feuilles et les racines de langue de vache. Mais sans oublier à chaque fois de déposer un petit gobelet de vin. À la fin de la nuit, ils ont bien travaillé. Martin a faim. Alors le vieil homme allume un petit feu. Sur le feu, il pose une poêle. Et dans la poêle, il fait revenir, dans un peu d'huile, les feuilles de langue de vache. Et Martin et le vieil homme se régalent de ce petit déjeuner improvisé. Le soleil commence à se lever. Martin et le vieil homme retournent au village. Le village est encore endormi. Et le vieil homme invite Martin à le suivre jusqu'à sa cabane. Vous vous rappelez la vieille cabane un peu à l'écart du village? Le vieil homme ouvre la porte et invite Martin à entrer. Dans la cabane, Martin ne voit qu'une vieille paillasse pour dormir, une table, deux tabourets et un petit feu. Le vieil homme pose sur le feu une petite marmite qu'il remplit d'huile. Puis il s'approche de la petite table et déverse sur la table toutes les racines qu'ils ont récoltées. Maintenant, Martin, nous devons préparer les racines. Et Martin et le vieil homme coupent les racines en petits morceaux. Lorsque l'huile est bien chaude, ils jettent toutes les racines dans la petite marmite d'huile. Le vieil homme rajoute un peu de cire d'abeille. Avec ça, Martin, tu vas préparer une pommade qui pourra guérir toutes les blessures, les foulures, les fractures et même les brûlures. C'est ton tour maintenant. Le vieil homme reprend sa besace, il attrape un bâton, sort de la cabane, traverse le village, pénètre dans la forêt. On ne le reverra plus jamais. Et tout l'hiver,
Martin est resté dans la cabane du vieil homme à préparer la pommade. Au printemps suivant, c'est quelqu'un d'autre qui emmenait paître tous les animaux du village dans la forêt. Et tout comme avant, les gens allaient voir le vieux pour se faire soigner. Ils sont venus voir Martin. Et tous les ans, la veille de la Toussaint, on voyait Martin traverser le village, une bouteille de vin à la main. Mais vous, maintenant, vous savez à quoi servait cette bouteille? Avez-vous reconnu la langue de vache? Les longues feuilles crépues en forme de lance? Non? Allez, on va à sa rencontre. Voici la consoude. La consoude dont les longues feuilles en forme de lance sont toutes crépues, d'où le nom langue de vache. C'est comme si une vache à la langue très râpeuse, très rugueuse, nous léchait les mains. Alors avec ces feuilles, on peut fabriquer des beignets très riches en protéines. Et avec les racines, on fabrique le fameux baume de consoude qui permet de soigner autant fractures, foulures, les brûlures, et un usage qui a été popularisé par le docteur Henri Leclerc, médecin des armées pendant la Première Guerre mondiale. C'est vous dire si cette plante a un pouvoir cicatrisant, un pouvoir anti-inflammatoire assez important, un pouvoir vulnéraire. On va terminer ce petit voyage sur les traces des plantes sauvages avec un petit tour du jardin pour voir ce qu'il y pousse. L'oxalis, petite oseille, une petite plante au goût très acidulé. Thierry Thévenin, dans son livre Le chemin des herbes, nous donne cette petite recette de limonade. 1 litre d'eau, 2 petites poignées de cette plante, l'oxalis, avec 500 g de sucre. On laisse un petit peu macérer et ensuite on conserve au frigo. Ça se boit dans les 3 jours. C'est très rafraîchissant. L'origan. L'origan commun, une plante aux propriétés anti-infectieuses très intéressantes. L'aigre-moine. L'aigre-moine reconnaissable à ses petits fruits en forme de velcro. Et l'aigre-moine qui est une plante très utile pour tout ce qui est infection au niveau des bronches. Le noisetier, bien connu des enfants pour ses bonnes noisettes. Les feuilles peuvent être utilisées en tisane pour tout ce qui est circulation sanguine. C'est un très bon circulateur. Et notamment pour tout ce qui est jambes lourdes. Et au printemps, on peut récolter les chatons. Et les chatons sont un très bon sudorifique, ça fait bien transpirer. La kélidoine, l'herbe aux verrues, appelée aussi l'herbe aux hirondelles. Alors tout le monde connaît la propriété de son latex orange. Lorsque l'on casse une feuille, il y a un petit latex orange qui sort, que l'on utilise pour soigner les verrues. Et on l'appelle aussi l'herbe aux hirondelles, puisqu'il nous est rapporté qu'au printemps, les mamans hirondelles vont utiliser ce petit latex pour ouvrir les yeux de leurs petits. Et l'on trouve aussi dans la médecine alchimique un remède fait avec les racines de kélidoine que l'on distille. Et l'hydrolat des racines de kélidoine est un très bon collyre qui est utilisé pour tout ce qui est souci au niveau des yeux.
la bourrache. La bourrache, plante pour tout ce qui est infection bronchique, c'est aussi une plante diurétique. L'Achillée millefeuille, qui doit son nom à sa feuille très caractéristique. L'Achillée millefeuille qu'on appelle aussi l'herbos charpentier, qui est une très bonne plante cicatrisante. Et nous allons terminer avec l'ortie que tout le monde connaît. L'ortie a un très bon dépuratif, une plante diurétique et une très bonne plante à manger en soupe, en quiche, en purée. J'espère que cette petite balade, ce petit voyage autour des plantes sauvages vous aura plu et vous aura redonné le goût de la nature. Et n'oubliez pas, nous ne sommes que des hôtes sur cette belle planète et il ne tient qu'à nous d'en prendre soin. À bientôt!